En 1988, un chercheur suédois nommé Möller fait une expérience avec des hirondelles. Il en capture un grand nombre et sépare les mâles en 3 groupes. Au mâle du premier groupe, il coupe un bout des plumes de la queue, ce qui ne leur fait aucun mal. Au mâle du deuxième groupe, il rallonge la queue, en leur collant les bouts de plumes enlevés au premier. Et il laisse les mâles d'un troisième groupe avec leur queue telle qu'elle était. Résultat, pour trouver une partenaire sexuelle, les mâles intacts ont mis 7 jours, ce qu'on peut donc considérer comme la normale. Les mâles aux queues raccourcies ont mis 12 jours. Les mâles aux queues rallongées, 2 jours et demi. Or, les plumes de la queue d'un oiseau sont appelées rectrices, parce qu'elles servent de gouvernail. Et les hirondelles sont des longs courriers. Le choix des femelles aboutirait-il à la sélection des meilleurs pilotes? C'est toute l'histoire de la plume pour voler, devenue la plume pour draguer. Oiseau par les ailes emplumées, reptile par les dents. Et la queue vertébrée, quoique emplumée, elle aussi. Le tout, pas plus gros qu'un pigeon. Là où est aujourd'hui la Bavière, il s'est noyé dans ce qui était un lagon tropical. Découvert 145 millions d'années plus tard, en 1861. Nom de baptême, Archaeopteryx, celui qui a des ailes anciennes. Le chaînon manquant entre reptile et oiseau. Était-il déjà un oiseau, capable de décoller du sol? Oui, disent certains. C'était un coureur décollant. Mais ses griffes recourbées font dire à d'autres qu'il se contentait de grimper au tronc des arbres et de là seulement s'envoyer en bas. C'est la théorie dite du grimpeur volant. À l'ère secondaire, il y avait déjà beaucoup d'insectes dans les arbres. Pour les attraper, la vie aurait créé des dinosaures allégés. Malgré tout, ils risquaient de tomber. C'est pourquoi la vie aurait bricolé l'écaille des reptiles pour en faire des plumes. Les premiers oiseaux n'auraient pas été des velléitaires du décollage, comme aujourd'hui cette poule faisane, poursuivie par un autour. Elle ne vole que rarement, lourdement, pour s'enfuir. Elle fait partie des galliformes, le terme gallinacé ayant été rendu obsolète par un pool de chercheurs. Des oiseaux piétons qui datent de 100 millions d'années après l'Archaeopteryx. Non, disent les théoriciens du grimpeur volant, la vie n'a pas emplumé des piétons, elle a emplumé des grimpeurs pour amortir leur chute. Pas du tout, répondent les autres. Ce n'est pas ainsi, de l'air au sol, que l'évolution a glissé. Les premiers aviatosaures furent des coureurs sauteurs qui, pour fuir ou attraper des insectes, ont voulu améliorer leur saut en se collant des plumes sur les bras. À force de courir, ils ont atteint la vitesse de décollage. Quoi qu'il en soit, que la vie ait inventé la plume pour atterrir ou décoller, elle ne l'a pas disposée n'importe comment. Par des mouvements des ailes, de la queue et des pattes,
ce goéland argenté compense les rafales du vent. Comment tient-il en l'air? Au-dessus de l'aile, côté convexe, le courant d'air doit parcourir plus de distance que par-dessous, côté concave, et dans le même temps. L'air va donc plus vite par-dessus que par-dessous, ce qui crée une pression négative et soulève les ailes. À partir de ça, en variant la position des ailes, c'est fou ce qu'on peut faire. Par exemple, ces grands oiseaux de mer blancs et noirs qu'on appelle des fous. Quand un fou plie ses ailes, il sait ce qu'il fait. Il réduit la surface produisant l'ascension, ce qui le fait glisser vers le bas. Face à la mer, sur le haut des falaises, le courant ascendant est si fort qu'il n'a pas besoin de déployer complètement ses ailes pour faire du vol plané. Mais quand les fous, plus ils sont nombreux, plus ils le font, entreprennent de traverser les océans pour migrer, alors ils battent des ailes si rapidement qu'on ne le distinguerait pas ici sans le ralenti de la caméra. Et voyez ce rouge-queue. Il bat des ailes vers le bas et l'avant à presque 45 degrés. Vol arrière, il bat des ailes horizontalement vers l'avant. Exercice d'école. Capture d'un verre à l'extrémité d'un fil qui bouge. Diminution de la vitesse avant. Prise de proie déjà en vol arrière. Puis virage incliné en variant l'angle des ailes. Et pour l'atterrissage, plume qui vole devient plume qui freine. Atterrissage de fou, vent de face. Quelques mouvements des ailes suffisent. Plus lourd, le vautour. Réduire la vitesse en faisant quelques pas. Le marabout. Freinage de pélican sur des skis nautiques. Mais au fait, un oiseau parvient-il à voler et atterrir de façon innée, par simple maturation de son système musculaire et nerveux, ou par apprentissage, ou par les deux? Voyez l'ibis sacré. Un oiseau adulte atterrit après un vol plané oblique en quelques battements d'ailes. Maintenant, le tour des jeunes. C'est moins évident. On ne sait toujours pas répondre à cette question. Mais si l'oiseau doit apprendre, pour celui-ci, en fait d'ibis, il redouble. Nous voici donc redescendus sur Terre, où la plume pourrait paraître inutile. Erreur. De plume de vol, elle devient plume de drague. Apanage du mâle. Aucun autre macho à plume n'en a poussé la diversité autant que celui-ci. Impossible d'en trouver un avec les mêmes plumes, du moins en période de reproduction. En temps, dirons-nous, normal, ils ont la plume aussi terne que leur femelle, comme celle-ci,
en train de faire son choix. Nous assistons à la parade des philomaques, du grec philo, j'aime, et maquet, combat. Maquet, combat, dirait un Italien. Ils font semblant, c'est tout. Les chevaliers combattants, comme on les surnomme en France, parce qu'ils évoquent irrésistiblement les champions de tournoi du Moyen-Âge, ne font en effet que semblant de s'affronter dans une aire de parade où ils se rassemblent pour attirer les femelles. Ralliez-vous, mesdames, à mon panache plus beau que celui d'à côté. Bien entendu, se signaler à ce point ne pouvait manquer, là encore, de se retourner contre ces chevaliers de la plume, toujours à cause de l'homme. En France et en Allemagne, à part les îles du Nord et de la Baltique, il y a longtemps que ces faux combats ont cessé, faute de faux combattants. Mais le macho à plumes auquel les Européens ont fait le plus de mal, le voici. L'oiseau de paradis, en Nouvelle-Guinée. Au XIXe siècle, on en a fait des milliers de chapeaux. Plumes de mâle transformées en plumes pour femmes. Ici, sur un arbre de 33 mètres de haut, chaque mâle est possesseur d'une branche. Il ne drague et s'accouple que sur sa branche. Jusqu'au début du XXe siècle, chaque paradisier mâle appartenait à un chef papou. Un par papou, pas plus. Et il ne le capturait que lorsqu'il s'était reproduit. En 1924, on a interdit la capture. Mais aujourd'hui, il y a les touristes. Et plus c'est interdit, plus c'est cher. Il n'est pas loin le jour où l'on parlera d'oiseaux de paradis perdus. C'est que le plumeau séducteur, il y a du pour et du contre. D'un côté, par exemple, on a constaté que les plus beaux sont ceux des mâles qui résistent le mieux aux parasites. Ce qui revient à dire « je suis sain, voyez mon plumeau ». Mais le plumeau, ça fait voler plus lourdement et ça signale aux prédateurs. Alors la vie a inventé un truc, inégalé dans le monde animal. Des oiseaux de paradis qui, au cours de l'évolution, auraient renoncé à leurs plumes de drague et auraient trouvé l'idéal pour attirer une femelle, une boutique avec des colifichets. On les appelle oiseaux à tonnelle, oiseaux à berceau ou jardiniers. En Australie du Nord et en Nouvelle-Guinée, où ils ont les mêmes ancêtres que les oiseaux de paradis, ils construisent avec des brindilles des espaces cadeaux, des tonnelles, des allées. Et ils installent devant, sur des jardins de mousse, des collections de babioles, fruits et graines, cailloux, coquilles d'escargots, vertèbres de kangourous, de moutons, fragments de carapaces d'insectes, y compris des objets fauchés aux hommes, de la pièce de monnaie à la pince à linge, en passant par la capsule de bouteille ou le couvercle de bocal. Tout cela, bien rangé, pas n'importe comment. Et si la pluie, comme ici, a semé la pagaille, on re-range. Le plus extraordinaire, si l'on suit la théorie d'un chercheur, Thomas Gillian, c'est que les couleurs de ces cadeaux correspondraient à celles des plumes qu'ils avaient quand ils étaient encore des mâles d'oiseaux de paradis. En somme, ces oiseaux auraient fini par faire ce qu'en psychologie on appelle un transfert. Par exemple, les cadeaux de mariage de celui-ci, qu'on appelle un chlamydaire, ce sont en majorité des cailloux, jusqu'à 1 millier. Et aussi des objets bleus. Sans doute son ancêtre avait-il des plumes bleues. Mais les plus rares de ces cadeaux, ce sont des baies rouges, généralement des grains de café. Et parmi ces milliers d'objets, c'est toujours la baie rouge qu'il prend dans son bec pour la présenter à sa femelle. En même temps, il fait des mouvements de nuque, sans doute pour lui présenter une crête de plumes rouges
qu'il a perdu au cours de l'évolution. Il ne sait pas encore très bien que son grain de café la remplace. Il y associe encore la courbette. Par contre, voyez cet autre chlamydaire, qui fait partie de ce qu'on nomme les oiseaux jardiniers. Il fabrique ce qu'on appelle un arbre de mai, un mât décoré de feuillage pour danser autour au printemps. Le sien fait 1,50 m de hauteur. C'est un arbuste qu'il a choisi et autour duquel, après avoir nettoyé le sol, il a entrelacé des brindilles de 15 à 20 cm de long, de façon à former une tour. Cette tour, il l'a décorée de mousse et aussi, semble-t-il, de débris de larves de scarabées. Difficile à l'opérateur de s'approcher, l'oiseau est extraordinairement craintif. C'est déjà un tour de force de l'avoir approché après plusieurs jours de marche dans la jungle de Nouvelle-Guinée à 3000 mètres d'altitude. Arrive une femelle. Alors va commencer la danse de la chlamyde. Car voici l'explication de ce nom, chlamydaire. La chlamyde était une sorte de manteau rouge que les Grecs et les Romains agrafaient sur leur épaule ou devant la gorge. Et voilà pourquoi ce mâle n'a pas eu besoin, lui, de décorer son jardin d'objets de couleur vive. Parce qu'il a toujours sa chlamyde. Une huppe rétractable sur la nuque. Pas très grande, une mini-huppe, mais très visible, d'un orange vif lumineux. Pendant une vingtaine de minutes, il lui fait ainsi le coup de la huppe. Cet autre oiseau se dit qu'en région pluvieuse, il faut avoir un plancher sur un vide sanitaire. Il s'est installé une poutre en travers des deux parois de son arcade, qu'il décore avec des lichens. Et l'architecture de la tonnelle, ça compte. Les femelles choisissent en fonction de sa qualité. Ce mâle est en train de renforcer son allée, faite de 4 parois, dont 2 en V, 20 cm de hauteur, 8 de longueur. Son ouvrage est si bien tressé qu'on pourrait l'emporter tel quel. Thomas Gillian a compté qu'il était fait de 3000 baguettes et brindilles. En plus, il fait de la décoration. Voilà qu'il peint les murs, avec un mélange de sa salive et de la sève de plusieurs végétaux. En séchant, ça forme un enduit brunâtre et collant. Un enduit en même temps qu'une peinture. Malheureusement, à l'eau. S'il pleut, il lui faut tout repeindre. Encore mieux fait celui-ci, l'oiseau satin, au plumage bleu foncé chatoyant, gros comme une corneille. On voit bien comment il ravale les façades de sa tonnelle avec le chewing-gum végétal qu'il fabrique dans son bec. Mais là où il est malin, c'est que, premièrement, il expose ses cadeaux devant l'entrée nord de sa tonnelle, qu'il oriente nord-sud, ce qui fait que les objets sont bien éclairés par le soleil. Deuxièmement, il se tient devant sa tonnelle avec une plume dans le bec, une plume de la queue d'un autre oiseau. C'est ainsi que, la plume au bec, il montre à sa femelle avec sa tête la direction de la tonnelle. Allez, viens. Malin, l'oiseau bleu, dit en latin violaceus, mais capable de violation de tonnelle.
S'il voit qu'un mâle plus jeune que lui, une bleusaille, a commencé à construire une tonnelle, il vient littéralement lui casser la baraque. L'autre ne réagit pas. Le respect des anciens. Et quand l'ancien a tout flanqué par terre, il fauche les cadeaux du débutant pour les emmener chez lui. Le jeune mâle, dépossédé, n'aura plus qu'à recommencer un autre berceau, quitte à se le faire démolir à nouveau tant qu'il ne sera pas considéré comme adulte. Que les femelles de ces oiseaux prennent leur mâle au berceau ne signifie pas qu'elles les acceptent trop jeunes. Et cette appellation d'oiseau à berceau ne doit pas non plus induire en erreur. Quelle que soit la forme de la construction, avec ou sans allée, avec jardin privatif ou pas, et plus ou moins d'étalage de cadeaux, il ne s'agit pas de nids. Ceux-ci seront construits plus tard par les femelles. Il s'agit là uniquement de chambres nuptiales pour séduire. C'est le coup de la garçonnière et de la collection d'estampes japonaises. Mais, finalement, que ne faut-il pas faire quand on est un macho à plumes pour séduire une femelle? Voyez le dindon sauvage des forêts d'Amérique. Il augmente sa taille en écartant ses plumes, relève la queue, l'étale, baisse les ailes jusqu'à ce que les plumes touchent le sol, gonfle de la crête et de la cravate et commence à lui tourner autour. Et voyez la comédie que lui joue cette petite dinde. Elle s'accroupit. Bon. Mais dès qu'il la monte, elle se relève. Ou alors, elle se cache carrément sous lui. Avant qu'elle consente à rester tranquille, il faut au mâle une patience infinie et danser longtemps, longtemps, jusqu'au bord de l'épuisement. On achève bien les dindons. Or, on a obtenu, expérimentalement, des dindonneaux à partir d'œufs de dinde vierges, sans la moindre intervention d'un dindon. Alors, si une dinde peut, à la limite, se passer d'un mâle, pourquoi lui faire faire ainsi le dindon? Pourquoi donc?